Ok, bonjour tout le monde. Donc j'avais envie depuis quelque temps de vous faire un peu des démonstrations de ce qu'on peut faire avec les différents systèmes d'intelligence artificielle actuels. Là, j'avais pour idée de partir d'un article qui parle justement d'intelligence artificielle et de est-ce qu'elle peut être pertinente pour avoir un rôle thérapeutique et constructif. Donc, c'est un article récent de Libération dont j'ai pu avoir le texte et j'ai récupéré donc le texte ici dans ce document-là. Voilà. Et l'idée, ça va être de faire une analyse de ce texte-là sous différents angles, avec, si possible, une critique constructive pour montrer un peu, ben, finalement, est-ce que les arguments sont valables, bien étudiés? Est-ce qu'ils s'articulent logiquement? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à l'auteur? Quels sont les éventuels biais? Donc, ce que je vais vous montrer là, même si ça part de cet article-là, c'est une démarche qui est valable pour de l'analyse de texte de manière très générale. Ok, et pour ça, on va utiliser différents systèmes d'IA. Donc, j'ai un compte pro sur l'IA qui s'appelle Claude de la société Anthropic. Et on va tout de suite créer un projet. OK. Analyse d'article de journal. euh, Analyse d'un article sous différents angles. Donc là, c'est plus pour moi, pour pouvoir retrouver facilement ce projet, savoir de quoi ça parle. La notion de projet, elle est particulièrement utile puisqu'elle va permettre d'avoir des instructions et des données communes à différentes discussions, différents chats qui vont s'organiser les uns sur les autres. On va pouvoir faire des choses thématiques et on va en fait créer une base de connaissances commune à ces différentes discussions pour centraliser les différents éléments. Donc ça permet d'avoir une mémoire partagée dans les différents chats qui permettront d'aborder différents angles. Donc c'est vraiment très pratique. Chaque élément de la base de connaissances du projet va diminuer un petit peu la taille disponible de la mémoire de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle la fenêtre de contexte, qui est d'environ, je crois, pour Claude, 200 000 petits éléments de texte, un peu comme des syllabes. Donc en gros, plus on va mettre d'éléments là-dedans, plus la mémoire contextuelle à notre analyse va se réduire petit à petit. Donc il va falloir bien sélectionner ce qu'on met dedans ou pas. Alors là, c'est un projet relativement petit, donc on va avoir de la marge, mais sinon il faut se poser la question de qu'est-ce que je mets là-dedans et qu'est-ce que je ne mets pas là-dedans. J'ai aussi envie de me servir d'une autre intelligence artificielle, ChatGPT, que vous connaissez tous et toutes probablement. Et je vais m'en servir ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit système qui permet de faire euh, de la, de transformer de la voix en texte. Donc ça va m'éviter de taper de manière fastidieuse des instructions longues. Et en fait, je vais faire des copier-coller entre ici, après avoir dicté, je vais mettre les instructions dans Claude, qui sera un peu l'IA de référence pour moi. Euh, une chose importante, c'est que l'intelligence artificielle, là, elle va se comporter de manière adaptée en ce qu'on va lui demander en termes d'instructions. Donc c'est là où souvent j'entends parler un peu trop en généralité de les intelligences artificielles, ça fait ceci, ça fait pas cela. Et en fait, on a la possibilité ici de donner des instructions pour que l'IA puisse jouer un certain rôle ou répondre dans un certain ton, un certain format, etc. Donc c'est un contexte général, des instructions générales à l'ensemble de ce projet. Et c'est quelque chose d'assez utile et important qui est souvent négligé.
Du coup, la première étape pour moi, ça va être de réfléchir à quelles sont les instructions là qu'on va pouvoir donner pour nous aider dans notre tâche. Et donc, c'est ça souvent le premier écueil, c'est quoi ce que je veux faire? Quel est mon but? Quel est mon contexte à moi? Et qu'est-ce que j'attends de la part de l'intelligence artificielle? Donc souvent, il y a une étape de clarification des intentions qui est assez importante, voire incontournable, pour obtenir des résultats plutôt corrects. Donc notre première étape, ça va être d'essayer d'élaborer ce qu'on appelle un prompt, un jeu d'instructions qui donne le cadre au projet. Et pour ça, ben, on peut déjà se servir des intelligences artificielles. Du coup, je vais vous montrer une manière de faire. Alors, je suis psychologue clinicien, je m'intéresse beaucoup à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de la psychothérapie et plus largement de comment est-ce qu'on peut aider les personnes en difficulté avec ces outils d'intelligence artificielle. Je souhaite que tu m'aides à analyser un article de presse d'un de mes confrères psychologues qui fait part de son point de vue et de son expérience à ce sujet. Je souhaite que tu m'aides à élaborer un prompt pour ce projet destiné à analyser l'article de mon confrère sous tous les angles. J'aimerais une analyse à la fois sur le plan de la qualité argumentative. J'aimerais une analyse aussi sur le plan psychologique pour voir si certains biais, des biais cognitifs, se manifestent dans la manière dont les propos sont relatés ou écrits. J'aimerais également une analyse rhétorique et éventuellement toute autre analyse qui te semblerait pertinente. Aide-moi à formuler un premier prompt pour ce projet. Donc là, voilà, j'ai décrit avec un premier jet improvisé ce que j'ai à peu près en tête. Donc il y a des parties un peu floues, des parties un peu plus détaillées. Et là, ce qui était pratique pour moi qui tape lentement avec mes doigts, c'est qu'il y a une reconnaissance là de discours et de transformation en texte. Je vérifie que c'est à peu près bon. Ta, ta, ta. Ok, ok, ok. Donc, créer un prompt. Ça marche. Et là, je vais simplement couper ça et je vais démarrer là avec cette première demande sans autre contexte pour l'instant. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, l'IA essaye de créer des instructions finalement pour elle-même à partir de ce que j'ai proposé en première intention. Donc analyse argumentative, voilà, donc preuve et source citée, ça je ne l'ai pas dit, c'est l'IA qui le met spontanément. Les failles logiques, qualité des exemples, donc là aussi c'est elle qui a extrapolé à partir de ce que j'ai dit. Analyse psychologique cognitive, rhétorique, analyse contextuelle, et synthèse critique que je n'avais pas demandé, et effectivement, ça m'a l'air tout à fait bien. En tout cas, on va démarrer là-dessus. Du coup, je copie ça, et je vais revenir à la racine de mon projet, et je vais coller ça comme instruction générale. OK. Voilà, donc maintenant, j'ai déjà un premier contexte. À présent, ce serait bien que je lui ajoute l'article en question à analyser. Du coup, je me rends là où j'avais copié-collé le texte, qui est donc le texte issu de cet article de Libération, un texte donc, qui provient d'une interview de Michael Stora. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux faire un simple copier-coller et je peux aussi faire un export. Alors là, hop, je
fais un export. Hop, je vais prendre ça dans les téléchargements. Ouais, Zoo. Et je vais mettre ça dans la base de connaissances. Ok. Donc là, c'est un format qui s'appelle Markdown qui permet simplement d'indiquer qu'il y a des choses qui sont en titre, il y a des choses qui sont en gras, etc. Voilà. Donc on retrouve le texte. Donc ça, j'ai besoin d'ajouter dans les instructions euh, le nom de ce fichier-là. J'aurais pu faire un peu plus court. Hop. Et je vais juste dire dans les instructions, là, enfin, l'article à analyser se trouve dans notre base de connaissances, euh, dans le fichier. Hop, voilà. OK. Donc, vous voyez, cet article-là, il prend 2% de l'espace total disponible. OK. Hum, Maintenant, on pourrait demander déjà soit une première analyse de but en blanc. Moi, j'aime bien des fois faire des petits détours contextuels et demander à l'IA comment est-ce qu'on pourrait mieux remplir cette tâche. Plutôt que lui demander de but en blanc de faire la tâche que j'ai en tête, je vais lui demander conseil. Euh, donc, je vais plutôt là, hop, passer en vocal. Compte tenu de notre projet d'analyse de l'article figurant dans ta base de connaissances, je souhaiterais dans un premier temps que tu réfléchisses à une manière de procéder pour structurer les différentes analyses avant d'en faire une synthèse. Propose une structure, une manière de procéder en argumentant les avantages et les éventuels inconvénients de cette structure par rapport à d'autres choix possibles. Bah, vous voyez, je ne suis pas sûr d'avoir été très clair là. Hop, donc je pourrais soit reprendre et essayer d'être plus clair, soit on va voir si elle arrive à se débrouiller avec ce que j'ai essayé d'articuler. Là, on a quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire que sur l'application Claude qu'on peut télécharger en local sur l'ordinateur, on peut rajouter des petites fonctionnalités supplémentaires, un peu comme des plugins. Et donc là, c'est un outil qui aide à expliciter la réflexion pas à pas de Claude lorsqu'on lui demande une tâche. Donc, ce qui est intéressant, là, c'est que l'intelligence artificielle a déterminé elle-même si c'était pertinent par rapport à ma demande d'utiliser un des 38 plugins que je lui ai installés. Et donc, elle a pris la décision toute seule, mais vous avez vu rapidement, enfin, il y a une demande d'autorisation. Donc, là, on peut avoir le processus de réflexion. Voilà, pour analyser cet article de manière approfondie, selon les axes demandés, je dois d'abord déterminer la meilleure approche structurelle. L'article présente une critique de l'utilisation de l'IA en psychothérapie avec des arguments multiples et interconnectés. Une analyse linéaire pourrait manquer les connexions importantes entre les différents niveaux d'analyse. Donc ça, c'est un premier niveau de réflexion générale, voilà, pensée numéro 1. Et l'IA détermine qu'il y a besoin d'autres pensées pour continuer à développer le raisonnement. La pensée suivante, voilà, je propose une structure en 3 phases: phase préliminaire, analyse textuelle descriptive, identification de thèmes principaux, repérage des arguments clés, cartographie des relations entre les arguments. Ça permettra d'avoir une vue d'ensemble claire avant d'entrer dans les analyses spécifiques. OK. Ensuite, il y aura une phase d'analyse croisée. Examiner chaque axe d'analyse argumentative, psychologique, rhétorique, contextuelle en relation avec les autres. Utiliser une matrice d'analyse. Alors là, matrice d'analyse, je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Ça permettra de voir comment les aspects rhétoriques influencent l'argumentation, comment le contexte impacte le cadre psychologique, etc.
On a encore deux réflexions ensuite. Il y aura la phase de synthèse dynamique. Voilà, intégration continue des observations, etc., etc. La pensée suivante. Alternative considérée mais rejetée. Approche séquentielle stricte qui traiterait chaque axe d'analyse séparément. C'est plus simple, mais les risques, c'est manquer des interactions importantes. Ok, bon, donc vous voyez, avec les IA, ça réfléchit pas, ben là on a une trace de quelque chose, moi je dirais de réflexion. Et du coup, ce que ça propose là, de manière globale, c'est une phase préliminaire. On va relever un peu les arguments, les thèmes principaux, phase d'analyse croisée, etc. Bon, bah, c'est un plan pas mal. Maintenant, on va pas forcément y passer 3 jours non plus, mais ça montre que on peut aller, en théorie, si on prend le temps, vraiment très très loin dans la façon d'analyser les choses. Ok, donc là, il me dit, bon, ça te va ou pas? Et donc voilà, ok, procède à la première étape. Et euh, créer un artefact. Alors, un artefact, c'est une forme de document que l'IA peut générer et qu'on va pouvoir éventuellement ajouter à la base de connaissances ou éventuellement exporter, stocker ailleurs si besoin. Euh, pour ta réponse. OK, vous allez voir tout de suite à quoi ça ressemble un artefact. Donc, l'avantage de l'artefact, je vais pousser un peu ma vignette, c'est que ça crée un document plutôt synthétique qui s'affiche sans rompre le flux de la discussion, en fait. Donc, ça évite d'avoir des kilomètres et des kilomètres de déroulé. Et ce document, je vais pouvoir faire des choses spécifiques dessus si besoin. Donc, phase préliminaire d'analyse. L'IA comme thérapeute, cartographie des arguments principaux. Donc, il y a des arguments critiques envers l'IA thérapeutique. L'argument central, c'est la simulation de l'empathie versus l'authenticité. Thèse principale, l'IA propose une simulation d'empathie dénuée d'authenticité émotionnelle. Ah, là, ce qui est bien, c'est que spontanément, l'IA va citer des éléments de l'article pour étayer, elle aussi, son analyse critique. Euh, alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'elle parle d'elle, elle dit je, alors que euh, dans l'article, il n'y a pas ça, il n'y a pas en jeu, il y a bien l'IA. Euh, donc, je vais juste voir, est-ce qu'on peut faire une recherche? Euh, Simuler, hop, est-ce qu'il y a ça? Alors, oui, 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 oui. Si, si, elle se cite. En fait, c'est une citation exacte, donc c'est bon, il n'y a pas d'interprétation de Claude qui reprendrait ça pour dire c'est de moi dont on parle. Et c'est ChatGPT qui avait répondu en jeu. OK. Donc, en tout cas, c'est sourcé correctement. Du coup, effectivement, la thèse, c'est il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas d'émotion. Donc, tout ça, c'est de la simulation. Ensuite, il y a un argument clinique, a priori, qui parle de l'ambivalence humaine. Donc, chez les humains, il y a à la fois quelque chose qui va dans un sens, et à la fois quelque chose qui va dans un autre, et puis plein de combinaisons de ça. Et ça s'opposerait à je vais dire, la méchante binarité algorithmique avec que des zéros ou des 1. Donc, la position développée, l'IA fonctionne de manière binaire face à la complexité humaine. Contexte théorique, référence implicite aux théories psychanalytiques sur l'ambivalence. Argument thérapeutique, renforcement narcissique problématique. Donc effectivement, une des thèses de l'auteur qui est relevée là par l'IA, c'est que l'IA ne serait pas vraiment un partenaire, mais qu'une sorte de miroir qui ne répondrait que de manière plutôt complaisante à nos instructions. OK. Et donc la thèse, là, c'est que ça renforcerait le côté narcissique et que ça pourrait même être grave, en fait. Euh, un,
Un ami qui vous veut du bien, il flatte plutôt l'ego défaillant. OK. Il y a des éléments factuels présentés dans l'article. OK. Perception positive qui est critiquée. Et il y a un outil spécifique d'IA, là, qui est cité, qui est euh, caractère.ai. Il y a un cas clinique qui est donné également en exemple pour illustrer les choses. OK. Et l'issue, effectivement, est tragique, c'est le suicide. Et le lien causal suggéré, c'est l'usage de l'intelligence artificielle. OK. Structure argumentative. Donc, il y a une introduction un peu provocatrice avec la référence à Freud, l'exposition du contexte. OK. Tadadadadada. Alors, je regarde, je ne vais pas vous lire tout à haute voix. Point d'articulation majeure. Donc, il y a effectivement une articulation entre la théorie et la pratique avec le cas clinique. Et le propos général est étayé avec un cas particulier. Et puis, il y a une mise en perspective historique. Ensuite, identification des relations clés. OK, dans l'article, il y a effectivement ces oppositions-là. C'est mise en tension, authenticité ou simulation, complexité humaine, simplicité, thérapie traditionnelle versus innovation. OK, donc on a une progression de la théorie vers la pratique et il y a une mise en parallèle entre les pathologies narcissiques et l'attrait pour l'intelligence artificielle qui serait donc peu cette chose servile qui flatte l'ego. OK. Et il y a cette mise en garde qui est fondée sur l'expérience clinique, a priori, de l'auteur. OK, point d'ancrage. OK, ancrage pratique, ancrage éthique, question émergente pour l'analyse. Donc ça, c'est intéressant. Après ce premier traitement, cette première couche d'analyse, l'IA va suggérer un certain nombre de choses à mettre en perspective. Euh, donc là, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'assez souvent, en tout cas là, bah, on verra que justement dans l'article, il conclut sur le fait que l'IA, sa vocation est de combler et pas de creuser, d'accord? Donc pas de nous amener à nous questionner, mais juste de nous rassurer dans nos certitudes. En fait, ce qui est intéressant là, c'est que, ben, vous voyez, avec le cadre que j'ai donné à cette IA-là, ben, l'IA déjà propose des choses pour creuser, en fait. Donc c'est intéressant que les IA, ça donne pas que des certitudes, ça peut poser aussi des questions. Alors forcément, dans un certain cadre, il y a toujours la question du cadre, hein, comme en thérapie. Donc la validité de l'opposition binaire, comment évaluer objectivement l'impact thérapeutique des IA conversationnelles, quelles sont les implications éthiques, comment concilier innovation et sécurité thérapeutique. Donc là, par exemple, là, l'IA, elle propose de sortir de la dichotomie. En fait, comme souvent, comme l'intelligence artificielle, c'est un objet flou et très clivant et qui touche à des questions identitaires, vraiment à des fondements identitaires de qu'est-ce qu'est l'humain, qu'est-ce qu'est le vivant, l'intelligence, l'émotion, etc. Eh bien, nous, les humains, nous avons tout un tas de biais cognitifs qui s'activent, et notamment le biais de dichotomie. Le biais de dichotomie, c'est la pensée en noir ou blanc, en tout ou rien. En fait, c'est une pensée binaire. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est que l'IA relève déjà ces oppositions, donc ce jeu de binarité discursive dans l'article de l'humain qui dit, nous, les humains, nous ne sommes pas binaires. Et là, du coup, l'IA pose la question de comment concilier, c'est-à-dire comment transformer ces deux pôles extrêmes dichotomiques en un continuum. Donc c'est très intéressant que l'humain pointe la binarité de l'IA, et l'IA, là, pointe la binarité de l'humain et invite à raisonner un continuum. Je trouve la mise en abîme assez rigolote et instructive, intéressante. Ça interroge. OK, bon, quelle est l'étape suivante? Euh, Ok, on va voir. Là, ça paraît peut-être un peu vite pour passer là-dessus, mais ok, on va voir. Je suis curieux.
Je vais dire oui. Laissons-nous guider. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque nouvelle réflexion de l'intelligence artificielle, là, de Claude, est enrichie du contexte précédent. Et donc, lorsqu'on veut demander une tâche très élaborée, si vous demandez tout de suite un premier jet de but en blanc, vous pouvez avoir des choses pas mal, mais ça n'aura jamais le niveau de qualité que si vous arrivez à découper cette tâche complexe en sous-tâches et en sous-étapes. Ça va permettre à l'intelligence artificielle de consacrer le temps qui vous est alloué pour chacune des demandes, donc il y a une espèce de temps de réflexion, à une sous-question particulière. Donc vous comprenez bien que si vous posez une question très complexe et que l'IA n'a que 10 millisecondes pour y répondre, elle n'aura pas le temps d'examiner tout en long, en large, en travers. Alors que si vous découpez ça en 20 étapes et que pour chacune des 20 étapes, elle peut consacrer 10 millisecondes, en fait, vous allez créer vraiment de plus en plus d'intelligence ou de choses. Il va y avoir une capitalisation progressive sur le résultat des réflexions antérieures. Donc, c'est vraiment là tout l'art de trouver les bonnes questions à poser, tiens donc, comme d'habitude, chez les psychologues, et de comment aborder un problème complexe en trouvant un chemin de question, un chemin de réflexion, un chemin où bah, il y a, comme en thérapie, un peu des essais et des erreurs. OK. Analyse croisée, intersection, argumentatif, psychologie, construction de l'autorité, positionnement émotionnel. Donc, il est à la fois expert et praticien. Alors, j'aime bien l'idée praticien menacé parce qu'effectivement, l'auteur parle de concurrence déloyale. Alors ça, c'est une question que j'invite tout psy à se poser. C'est pour quelle raison, au pluriel, il fait son métier. Et évidemment, il n'y a pas qu'une réponse, et il y a plein de niveaux de réponses différents. Premier niveau, ça pourrait être ben, pour l'argent, il faut bien faire un truc pour vivre, ok. Du coup, bah, s'il y a une application là qui me prend mon métier, je vais être sur la paille, je vais faire quoi, mon Dieu? Il y a un niveau plus profond qui serait oh là là, mais en fait, si on n'a plus besoin de moi, à quoi je sers? Bon, moi, je ne peux pas répondre à votre place. Moi, cette question, la manière dont j'y réponds, c'est je fais ce métier pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux dans la vie des gens. Moi, ça me fait du bien de me dire que les gens pourraient aller bien. Et si c'est une IA qui fait ça mieux que moi et à grande échelle, ben, en fait, super, super. Je m'en fiche, moi, que ce soit moi ou autre chose, que ce soit quelqu'un ou une machine. Si ça aide les gens à mieux vivre, et mieux vivre, c'est pas juste du bonheur naïf, je vais bien, tout va bien et que des émotions positives, c'est pas ça. Mais alors, youpi, banzai, en fait. C'est ça, moi, ce que j'aimerais, c'est que on aille bien et qu'on puisse arrêter de se taper dessus et qu'on puisse faire des trucs cool ensemble, en fait. Donc, personnellement, je ne me sens pas du tout menacé par ces choses-là. Bref, alors, utilisation de l'humour pour masquer une anxiété professionnelle réelle. Alors, c'est une supposition, d'accord? On ne sait pas, je ne sais pas. Moi, je sais que j'utilise beaucoup ça. Donc, peut-être l'auteur aussi, on aurait des points communs. Ce serait intéressant qu'on discute de vive voix. Les biais potentiels, biais de menaces professionnelles influençant l'objectivité de l'analyse. Ok, intéressant. Donc le fait de relever des biais potentiels ou de voir qu'est-ce qui étaye la présence potentielle de ces biais, ça permet de prendre une certaine distance et d'observer ce qui se passe sinon chez la personne qui a écrit ou chez le journaliste qui relate, au moins une structure narrative là. Et ça permet de prendre de la distance, une distance critique en fait, pour euh, mieux juger du fond des arguments et ne pas rester juste sur nos préjugés. Ok, traitement de l'ambivalence. Donc là, on retrouve le thème classique, opposition entre complexité humaine et simplicité algorithmique.
Voilà, métaphore informatique. Mais il y a une simplification potentielle de la nature des algorithmes modernes. Donc ça, je le citais dans une des vidéos qu'il y a sur ma chaîne du Psy qui marche, euh, dans la playlist sur l'intelligence artificielle. Le mot algorithme, comme le mot statistique, ne reflète pas du tout la nature de ce qui se passe dans des systèmes comme les intelligences artificielles à base de réseaux de neurones, où il y a un phénomène d'émergence. L'émergence, ça consiste à mettre plein de petits systèmes simples les uns avec les autres, et ce qui résulte de l'interaction de ces petits systèmes simples, c'est quelque chose d'un autre ordre. Et l'exemple très simple, c'est, ben, on pourrait dire que les humains, c'est un tas d'atomes. C'est plein d'atomes mis ensemble. Oui, c'est juste. Donc voilà, c'est comme dire l'IA, bah, c'est des algorithmes, c'est plein de petits programmes mis ensemble, et donc ça fait juste un gros programme. Mais c'est comme, voilà, c'est vrai, factuellement c'est vrai, mais ça passe complètement à côté de l'essentiel. Nous ne sommes pas qu'un tas d'atomes, et il y a besoin d'inventer d'autres concepts et d'autres vocabulaires pour que on puisse distinguer un tas d'atomes qui serait une chaise d'un tas d'atomes qui serait un humain. Donc là encore, il y a une sursimplification qui tient beaucoup à une méconnaissance en fait de certains phénomènes physiques, mais aussi certains phénomènes mathématiques qui sont là et qui sont essentiels pour l'intelligence artificielle. Si on ne comprend pas cette notion d'émergence et donc le fait que additionner plein de choses ou mettre en interaction plein de choses, ça crée du neuf, ça crée du nouveau. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas raisonner sur l'intelligence artificielle de manière pertinente. OK, gestion des preuves émotionnelles. Donc ça, c'est important pour raisonner sur un sujet complexe. On gagne à observer nos émotions et les raisonnements émotionnels, donc les biais de raisonnement émotionnel qui sont utilisés. Et oui, on est humain, on a des émotions, OK. Et en même temps, ces émotions, elles doivent nous informer de ce qui compte pour nous, mais c'est pas les émotions qui raisonnent. Si ça vient entraver nos raisonnements, on est mal barré. Donc c'est à prendre en compte, mais de manière nuancée. OK. Voilà, donc c'est un fort pouvoir persuasif d'utiliser le cas tragique comme preuve ultime, mais généralisation à partir d'un cas unique. OK, donc c'est aussi pour ça, si on fait le parallèle avec les psychothérapies, il y a ce dialogue et cette tension entre la clinique et la théorie, et on est tous et toutes tentés de se dire, ah bah tiens, j'ai un cas qui est comme ça, donc peut-être que ceci, cela. Et certaines personnes bien connues ont beaucoup créé de théories à partir de très peu de cas et ont fait des fois des surgénéralisations. Donc, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut juste dire que c'est un peu hâtif et qu'on aurait besoin d'autres données et de plus de nuances pour vérifier que l'extrapolation, elle est pertinente. Euh, Biais cognitif, du coup, ben voilà, on a un exemple qui nous vient tout de suite, le cas tragique avec ce poids émotionnel. Donc, ça va venir en avant-plan dès qu'on va chercher un peu des éléments pour juger en faveur ou en défaveur. OK, là, ça parle maintenant de stratégie narrative. OK, donc construction progressive de l'urgence à agir, réponse à l'engouement technologique actuel. Voilà, ça devient inquiétant. Donc ça, bah, vous verrez bien, si on faisait une analyse de sentiments euh, des- de tout ce qui passe dans les médias, il y en a combien? C'est quoi le pourcentage de ouais, ça, c'est vraiment super génial. En fait, c'est très faible. Par contre, l'appel à la peur, il est absolument majeur. Et pourtant, là, l'auteur en question, pour m'être informé un petit peu, c'est quelqu'un qui étudie aussi le potentiel thérapeutique des technologies. Donc, c'est pas unilatéral. Et donc, il y a cette double question de forcément, il a aussi des inquiétudes, mais euh, son interview s'insère dans un cadre journalistique qui s'insère dans une tendance générale.
qui est beaucoup ben, la course à l'auditoire, la course au clic et l'appel à l'émotion et notamment la peur, ben, ça marche très bien. Donc ça, peut-être, on demandera l'analyse des cadres à multiniveau en intelligence artificielle. Champ lexical, voilà, mélange de psychanalyse et de technologie, tension entre tradition et modernité, défense d'une pratique traditionnelle. Voilà, donc il y a des termes un peu dévalorisants qui sont utilisés, qui créent un peu un contraste entre l'humain et la chose, la machine. L'urgence éthique, ok, intersection psychologique contextuelle. Donc, vous voyez, ça prend du temps de lire. Ce qui est intéressant, c'est que en quelques secondes, on peut déjà avoir une analyse, franchement, plutôt pas mal. C'est-à-dire que si vous aviez demandé ça à un stagiaire ou si vous aviez dû faire ça vous-même, combien de temps ça vous aurait pris? En fait, une meilleure question, c'est plutôt est-ce que vous l'auriez fait? Ben non, parce que justement, ça prend du temps. Donc là, vous voyez que très rapidement, on peut avoir cette analyse. Après, il faut encore la lire, hein. Mais on pourrait demander des résumés, etc. OK. Transformation de cadre, intersection, gna 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 gna, point de tension. Je regarde un peu. Tension centrale, position de profondeur, accessibilité, innovation, tradition, protection versus accessibilité. OK. Donc, les limites méthodologiques, ben oui, il n'y en a pas de données quantitatives. Et il y a un amalgame entre différents types d'applications. C'est-à-dire qu'on parle d'intelligence artificielle euh, sans distinguer ou rarement en distinguant les différents types d'intelligence artificielle, les différentes versions. Bon, et encore, je trouve que l'auteur, là, fait preuve déjà d'une certaine nuance, c'est-à-dire qu'il va citer des sources ou des applications nommément, alors que beaucoup de gens disent l'IA ceci, l'IA cela. Donc on gagnerait à être de plus en plus précis. Et franchement, je trouve que l'auteur se débrouille pas mal puisqu'il dit, voilà, les IA textuelles ou les systèmes de chat. Donc on a déjà un niveau de précision qui montre qu'il a un peu de connaissances au niveau technologique. Mais la manière dont ça a été repris dans l'article, donc je ne sais pas si c'est lui qui manque de distinction, mais voilà, c'est pas assez détaillé à mon sens. Il y a ces questions non traitées ici. C'est OK, l'IA en fait c'est un outil multifacette. C'est d'ailleurs c'est pas voilà c'est un objet flou. C'est-à-dire que il y a plein d'applications, plein de manières d'utiliser des IA et de développer tout un écosystème qui sont pas là abordés en fait. Et évidemment, il y a une formation nécessaire bah, à la fois pour les praticiens lorsqu'on utilise ces outils. Il y a certainement un cadre législatif et éthique à trouver pour l'usage par les praticiens, pour l'usage par les personnes et pour les sociétés qui commercialisent des services de ce type-là, d'aide ou de développement personnel ou d'aide aux personnes. OK. Bon, alors, qu'est-ce qu'il propose ensuite? Il dit ça, tatatan, passion à la phase finale de synthèse dynamique, ou préférez-vous approfondir certains aspects spécifiques de cette analyse croisée? Moi, j'aurais envie d'analyser un peu plus en détail. Euh, et j'aurais envie de relever, par exemple, s'il y a des incohérences ou des articulations qui sont présentées comme des articulations logiques. Ça, par exemple, en faisant des recherches sur donc, d'accord, donc, ça suggère une articulation logique, mais il n'y en a pas forcément pour de vrai. C'est-à-dire que euh, là, voilà, je repère dans mon cabinet de patients nouvelle génération, venant avec un problème, des solutions rapides, un problème, une solution. Je suis pas Google, gna, gna, gna. Ok, un jeu vidéo avec des boss à affronter. Donc la métaphore qu'il prend. Le souci serait donc d'avoir des émotions. Alors là,
Je ne vois pas le lien avec le paragraphe d'avant. Donc, je ne sais pas si Claude pourrait analyser cela. Alors, je vais refaire un peu mon feignant. Peux-tu faire une analyse de l'articulation logique des différents paragraphes de l'article, sachant qu'il y a notamment des mots comme donc qui suggèrent un lien de cause à effet, une articulation logique, et j'ai l'impression que cette articulation logique n'existe pas toujours d'un paragraphe à l'autre. Peux-tu repérer les paragraphes ou les éléments de cet article qui prétendent s'articuler en utilisant des mots comme donc ou par conséquent, mais dont l'articulation logique n'est pas réellement présente? Bon, j'espère avoir été suffisamment clair. Allez, on va essayer avec ça. Je vais le mettre là-dedans. Je regarde juste. Ouais, c'est bien retranscrit. Déjà, c'est plutôt sympa euh, qu'on puisse parler et que ce soit transformé en texte de manière potable. Ok, donc vous voyez, c'est quand même assez rapide. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Analyse des articulations logiques, l'absence d'émotion comme garantie d'empathie. Parce que, oui, effectivement, j'avais relevé ça aussi en lisant première fois. C'est parce qu'elle n'aurait pas d'émotion qu'elle serait capable de proposer des réponses empathiques et adaptées. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, l'auteur donne un argument qui est à l'inverse de ce que j'entends habituellement. Habituellement, j'entends l'IA, ça n'a pas d'émotion, ça ne peut pas nous comprendre, donc ça ne peut rien faire de pertinent. Et en fait, là, l'auteur pose quelque chose de différent, plus nuancé, et qui va un peu à l'inverse. Il dit, bah, justement, c'est parce qu'il n'y a pas d'empathie il y aurait des réponses adaptées. Mais évidemment, il veut réfuter ça. Alors, ce serait intéressant de clarifier parce que dans l'empathie, en fait, il y a une composante cognitive, c'est la capacité à se faire un modèle de ce que l'autre vit, et il y a la capacité d'empathie émotionnelle, c'est est-ce que je peux ressentir un peu de ce que l'autre ressent dans cette situation? Est-ce que je peux y goûter un peu? Euh, et voilà, il y a ces deux composants-là qui comptent dans la constitution de l'empathie. Et en réalité, la manière dont l'IA est constituée, ben, elle est entraînée, enfin par construction, elle va se créer des modèles, euh, des représentations des données sur lesquelles elle est entraînée, et donc elle se crée des modèles en fait des humains. Donc tout ça pour dire que par construction, l'IA a de l'empathie cognitive. Elle arrive à se faire une idée de ce qu'un humain peut vivre dans tel ou tel contexte. Il suffit de passer quelques heures à tester, ou même en quelques minutes. Si vous testez correctement, vous allez vous apercevoir de ça. Et par contre, il y a la question qui est une question là beaucoup plus subtile que ce qu'on pense de est-ce que l'IA a est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe chez elle qui serait un peu un équivalent d'émotion lorsqu'il se passe un truc chez nous? Et ce sera un sujet pour une autre fois, mais j'ai des éléments assez intéressants là-dessus. Revenons sur l'analyse. OK. Donc là, le lien causal, il se fait pas en fait. Il y a effectivement juxtaposition, il n'y a pas de démonstration logique. Et c'est ce que je disais, l'argument habituel, c'est ça. OK. Deuxième cas problématique, déduction sur la parole en miroir. OK. Lorsqu'elle est du comté compagnon ou du simulateur. Alors ça, je ne sais plus ce que c'est. Va non pas engager un dialogue, mais une forme de parole en miroir. OK. Et là, effectivement, il n'y a pas
Il n'y a pas de preuve, en fait, là. Il n'y a pas de logique. C'est une supposition, c'est une analogie, c'est une conclusion toute faite. Pourquoi ce serait nécessairement en miroir? Il n'y a rien de démontré. Ça ne veut pas dire que ce que l'auteur dit est faux, ça veut juste dire que ça n'est pas argumenté. Il n'y a pas de construction argumentaire logique qui permettrait de déduire ce donc. Ok. Lien avec le narcissisme et flatte plutôt l'ego défaillant. Alors là, je dois dire que je constate que chez mes collègues, notamment d'orientation psychanalytique, c'est quelque chose que j'entends souvent. Cette idée que l'IA, elle ferait trop des compliments. Elle caresserait trop dans le sens du poil. Mais là, juste, les gens, la question que j'ai envie de poser, parce qu'effectivement, l'auteur dit à un moment donné qu'il y a un potentiel grave, je ne sais plus quel terme il utilise. En tout cas, il y a vraiment, voilà, ça peut aboutir à des conduites mortifères. D'accord. Donc, en gros, la thèse, c'est si l'IA vous flatte trop, vous risquez de mourir. OK. Alors, c'est mis en parallèle avec euh, l'histoire tragique de l'adolescent américain qui se suicide. Mais est-ce que c'est parce que l'IA le flattait? Euh, Je ne sais pas. Voilà, la vraie réponse, c'est je sais pas. La vraie réponse, c'est je pense qu'il n'y a pas grand monde qui puisse savoir, mais c'est une conclusion à laquelle on est invité. Et là, quand même, il y a quelque chose pour moi d'étonnant. C'est-à-dire que moi, je connais les chiffres du nombre de, je sais pas, de féminicides ou de suicides suite à harcèlement, dénigrement. Donc les gens meurent qu'on les invalide, qu'on les critique, qu'on les harcèle, etc. Ça pour de vrai. Et à une échelle qui se compte en centaines de milliers, en fait, à l'échelle mondiale par an. C'est énorme. Et je n'ai pas connaissance qu'il y ait des statistiques sur le taux de suicide suite à un excès de validation, à un excès de pseudo-empathie ou un excès de compliment, en fait. Alors là, j'aimerais vraiment bien qu'on m'en donne des stats comme ça. Et du coup, je me demande pourquoi il y a ce réflexe de pointer ce risque-là, où il n'y a aucune stat, il n'y a rien, versus un risque bien identifié qui est les conséquences de la maltraitance, de l'invalidation, de la violence psychologique, où là, on a des études en long, en large, en travers, on sait que ça fait du mal. Et donc, je trouve ce décalage très révélateur, en fait. Ça, je vais peut-être poser cette question à l'IA après. Je vais continuer, mais je voulais réagir là-dessus. Voilà. Le lien entre l'absence de point de vue de l'IA et la fratrie de l'ego n'est pas démontré. Conclusion, c'est plutôt une opinion qu'une déduction logique. OK. Progression vers le cas tragique. Ben oui, c'est ça. Il n'y a pas d'articulation entre les considérations théoriques et le cas particulier. Il y a une juxtaposition. C'est mis côte à côte. Donc vous êtes invité à tirer les conclusions générales à partir du cas unique. C'est pas bien. Voilà, normalement, on est censé faire preuve de prudence. C'est bien de s'interroger. C'est normal et c'est important. Mais là, vous n'êtes pas invité vraiment à vous interroger. Vous êtes invité plutôt à avoir peur et à conclure. Ok, l'argumentation de la dépendance, ça rendrait les gens dépendants. Ça aussi, c'est une rhétorique, ben voilà, sans qu'il y ait de démonstration, en fait. Et vraiment, moi, ça me rappelle un peu la vision des Spartiates, où on entend encore souvent, purée, on n'est pas dans un monde de bisounours, si tu chouchoutes trop l'enfant, si tu fais trop de câlins, eh ben, ça va être quelqu'un d'inadapté, de faible, de dépendant.
Ouais, bah, sauf qu'en fait, entre Freud et maintenant, il y a eu un peu la théorie de l'attachement et on sait que ben non, en fait, on a besoin de chaleur, on a besoin d'accordage pour développer une base de sécurité. Et en fait, les gens qui ont des parents suffisamment bons dans cet accordage et dans le fait d'avoir cette chaleur affective autant que physique, eh bien, ça devient des personnes beaucoup plus indépendantes que ça. Et vous savez bien, en thérapie, ben, c'est pareil, lorsque nos patients ont un attachement insécure, il y a un aspect de reparentage où on va en seconde intention, donc reparentage partiel, essayer d'incarner bah, ce parent suffisamment bon qui n'a pas été là et d'aider la personne à développer ensuite les ressources internes pour le faire. Donc là, l'auteur aurait pu évoquer, par exemple, une notion d'objet transitionnel, une notion de reparentage ou d'étayage partiel. Mais non, là, ce qui est cité, c'est la dépendance. Donc c'est une vue biaisée, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, mais elle est biaisée, c'est important de la voir, de voir ses biais. Un syllogisme incomplet ou incorrect, ok, simulation émotionnelle, simulation peur authentique. Donc l'IA ne peut pas être thérapeutique. Euh, oui, alors moi j'aime beaucoup l'authenticité. Pour moi, c'est un gros levier. Là, voilà, il y a, je pense, un implicite qui n'est pas cité que oui, il y a besoin que ce soit authentique, car l'authenticité permet aussi de confronter la personne à l'altérité. C'est aussi ce que l'auteur dit beaucoup dans l'article, de se rendre compte que, il existe des tiers qui ne pensent pas comme nous, qui ne voient pas comme nous, et sans pour autant être nos ennemis. Ok, donc ça reprend des choses. Alors, pattern récurrent de raisonnement problématique. Donc, remplacement d'arguments logiques par l'autorité professionnelle. Oui, c'est pas faux, je l'avais moi pas perçu comme ça, mais ok. Substitution de l'argumentation par l'autorité, ouais, généralisation hâtive. Euh, non-respect des règles d'induction logique. Et ça, c'est quasiment tout le temps en fait dans les articles de presse. C'est rare que il y ait assez de place, et quand je dis de place, c'est soit dans les formats papier de nombre de caractères, mais place aussi dans le sens attentionnel. Lire, et là, moi, je vois bien, même si le sujet m'intéresse, j'ai du mal à tout lire. C'est pas juste parce que c'est l'heure de la sieste pour moi. Ça demande des ressources. Réfléchir, ça fatigue. Du coup, lorsqu'on communique, on a assez peu de temps pour, de temps de cerveau disponible, le nôtre et ceux des autres, pour développer une argumentation. Du coup, on doit faire court. Donc c'est difficile, et c'est pour ça que c'est intéressant de discuter avec l'auteur directement. C'est difficile de s'insérer dans les cadres journalistiques et d'avoir une pensée nuancée, en fait. Ok, voilà. Maintenant, l'analyse que j'aimerais peut-être faire, et là, effectivement, ça c'est un classique aussi, la co-occurrence, la corrélation, mais pas forcément la causalité. Ce que j'aimerais faire comme analyse, là, ce serait quoi? Hmm. En fait, ce serait de voir si, parmi les craintes ou les reproches que l'auteur fait à l'IA, à l'intelligence artificielle, finalement, euh, de quel mécanisme, on va dire, déficient qu'il prête à l'IA, il souffre aussi. Parce que, vous savez bien, nous avons toutes cette tendance à projeter des choses de nous chez les autres. Et c'est pour moi ça, un des plus grands super pouvoirs de l'humain, c'est notre capacité à rendre l'autre vivant ou semblable, en fait, en projetant de nous sur l'autre. Si on regarde un nuage, on va voir des formes qui nous parlent à nous. Donc, dans des sujets très fortement émotionnels, où justement il y a un sentiment de menace et d'urgence, c'est extrêmement parlant de faire des analyses sous cet angle-là, de qu'est-ce que l'auteur
dit de lui en pensant dire de l'autre? Donc, je vais poser cette question-là. À présent, je souhaiterais analyser les effets miroirs potentiels qu'il y a dans l'article. Je précise, l'auteur semble reprocher ou craindre certains types de dysfonctionnements ou de limites dans les intelligences artificielles. Au regard de nos analyses précédentes, quelles sont ces limites ou dangers potentiels qu'il prête à l'intelligence artificielle et qui sont en réalité présentes dans sa propre argumentation et dans sa propre manière de voir les choses. Ok, donc, allez, on va voir si Claude se débrouille avec ça. Ok, ben, on a bien fait de venir, les amis, hein. Il y avait des choses à dire par rapport à cet article. Et clairement, je ne fais qu'effleurer la surface avec ça. Ou disons aller quelques millimètres en dessous de ce qui était proposé, de ce à quoi on était invité à penser, à conclure. Il y a tellement plus à faire à partir de là, mais je vois que ma fatigue commence à arriver et la vidéo va se faire longue, donc on va bientôt s'arrêter. Donc, analyse des effets miroirs dans l'article. Donc ça, bah, je l'avais relevé hein, juste avant. L'IA est binaire, sauf que en fait, les arguments utilisés pour montrer que nous, les humains, on n'est pas binaires, bah, ils sont un peu binaires, un peu basiques en fait. Euh, voilà, vision dichotomique. Ok. Opposition systématique, absence de nuance. Et voilà, vraiment, je serais curieux de faire la part des choses entre ce qui peut provenir de l'auteur et ce qui peut provenir du format article et interview. Et c'est ça, je pense, la dernière question que je voudrais poser à l'IA. Mais on va continuer à lire un peu. Miroir de la simulation. Euh, alors, voilà, moi, et donc il dit, moi, l'IA, moi, humain, je suis conçu pour comprendre. Alors, non, l'IA est conçue pour comprendre. Vous voyez, je fatigue. Papapam, ok, lui, il simule l'objectivité scientifique. La réponse de l'IA au psy. Je la trouve intéressante. Effectivement, il n'y a pas de neutralité scientifique. Je ne suis pas sûr qu'il la prétende, mais encore une fois, entre dire explicitement et ce que le format induit un petit peu ça, voilà, la posture de et l'autorité, même si l'auteur ne souhaite pas en jouer consciemment, il y a quand même un peu cet effet-là qui se pose. Miroir narcissique. Ok, l'IA fait que nourrir notre fragilité par renforcement positif. Effet miroir dans le discours, il y a une blessure narcissique professionnelle. Ouais. Valorisation excessive de l'approche traditionnelle, bah, il y a aussi une forme de fragilité narcissique. Bon, et ben on en est tous là, hein. Je ne me moque pas de l'auteur. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre au travers de cet exercice-là, c'est effectivement, on est humain, donc on va avoir tous ces biais-là. Donc, pour moi, c'est important d'essayer de dépasser la somme de nos biais cognitifs, la somme de nos émotions, et de sortir juste de l'effet projectif, de l'effet miroir, et d'essayer de voir, plus que l'opposition, le commun aussi, entre l'IA d'un côté et nous. Il y a des choses, il y a des différences, il y a des convergences, et il y a moyen de collaborer, de coopérer. Effectivement, l'IA peut être une forme de miroir, mais un miroir
qui peut servir de révélateur et effectivement construire un peu une interrogation en profondeur. Ok, donc il reproche à l'IA, et ça c'est un point important, une excessive adaptation. Les IA sont serviables, compatissantes, et en même temps, il reste en phase avec les préjugés, beaucoup de mes chers collègues et de beaucoup de concitoyens, avec une vision très euh, dramatique, en tout cas dans l'article. Hein. Je sais que cet auteur, il fait des recherches par ailleurs et des essais sur l'usage des techniques de manière intelligente et thérapeutique. Mais dans ce cadre-là, voilà. OK. Donc, il y a de la simplification. OK. Alors, miroir de la dépendance, dépendance au modèle thérapeutique traditionnel. Donc, vous voyez, pour tous les gens, justement, qui disent, ben, l'IA, ça permet pas de réfléchir, ça caresse que dans le sens du poil, comme l'auteur, ben, en fait, quand vous lisez ça et que vous prenez ça dans les dents, en fait, moi, je sais que je travaille avec l'IA sur moi-même. Je peux vous garantir que si je lui demande de me renvoyer des choses que je vois pas, qui sont pas forcément agréables, je le reçois. OK. Et elle peut éventuellement me proposer, et puis j'ai déjà eu des choses où je demande quelque chose et où en gros elle me dit non en fait. Donc c'est beaucoup plus profond et subtil que ce qu'on pense. Donc d'où l'intérêt d'expérimenter pour de bon. Ok, donc maintenant je voudrais poser cette question des différents cadres qui se superposent et viennent induire des biais dans la perception de la pensée originale de l'auteur qui passe au travers de la moulinette de l'interview et de l'article, donc du formatage journalistique. Je souhaite à présent que tu analyses l'emboîtement des différents cadres dans lesquels la pensée réelle de l'auteur doit s'insérer. Je précise, ici, la pensée de l'auteur doit passer au travers du cadre d'un article du journal qui s'appelle Libération. Quels sont les différents biais possibles qui pourraient venir déformer la pensée originale, complexe et complète de l'auteur, compte tenu des contraintes des différents cadres dans lesquels elle doit s'insérer dans cet article? Bon, alors, plus je fatigue, plus je fais des questions alambiquées. Déjà, j'ai un talent naturel pour ça. Alors, Zouf, j'espère qu'il va comprendre. Il, elle. Donc, bien vu, l'IA, effectivement, il s'agit là de ce qu'on appelle des biais de cadrage. OK. Et donc, il y a une multitude de cadres conceptuels et techniques qui vont servir comme autant de filtres déformants et réducteurs par rapport à la pensée de base de l'auteur. Et c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Donc, premier cadre, cadre journalistique. OK, donc il y a le format éditorial, c'est un format tribune, ça limite la longueur et doit y avoir un angle éditorial clair. OK, bien, et des points de vue marqués. Sinon, eh ben, ça fait pas assez d'émotion, donc ça n'accroche pas, ça buzz pas. Et la preuve en est, c'est si ça m'avait pas fait réagir cet article, qui est un peu trop en décalage avec ce que moi je connais ou crois comprendre de l'intelligence artificielle, je n'aurais pas fait cette vidéo. Donc ça marche le format clivant avec des points de vue marqués. Mais c'est bien du coup de prendre du recul par rapport à ça et de le savoir. Et du coup, forcément, ça demande de réduire les nuances théoriques, ça demande des formules percutantes, ça oriente le ton vers la dramatisation. Il y a une recherche d'accroche. OK, donc ça polarise le débat. Ça, c'est quelque chose de tellement, tellement impactant qu'au lieu de chercher des grands vilains méchants comme l'intelligence artificielle ou d'autres, on devrait se poser la question de l'impact de la somme de nos émotions polarisées, en fait, qui, tôt ou tard, résulte dans de la violence. Et ça va de la violence symbolique à la violence physique, en fait.
Donc, c'est important de voir que la polarisation du débat, qui est justement finalement un appel à la binarité, il est très présent chez les humains et c'est un vrai problème. L'urgence médiatique, voilà, l'actualité chaude, réduction du temps d'analyse, urgence de positionnement, faut être réactif plutôt que réflexif, en manque de recul. Ensuite, il y a un autre cadre, effectivement, la psychanalyse, c'est un cadre particulier qui va amener tout un tas de représentations. D'ailleurs, l'auteur lui-même cite dans l'article, ah non, c'est pas dans l'article, j'ai lu d'autres choses sur l'auteur, où il parlait de ses expérimentations à lui et des réactions des psychanalystes de l'époque sur le fait, par exemple, d'étudier l'impact thérapeutique potentiel des jeux vidéo. Euh, donc voilà, il y a ce contexte-là aussi qui va jouer, sachant que psychanalyse va justement revendiquer ce côté sciences humaines, littérature, philosophie. Et en France particulièrement, il y a un fort clivage entre les sciences dites dures et toutes les sciences humaines. Et donc ce clivage est des fois encore plus présent dans les approches de la psychologie qui se rattachent et revendiquent fortement ce rattachement sciences humaines versus les choses froides des autres sciences, comme les maths et l'informatique. Donc ça fait une lecture au travers ce prisme-là, et c'est important de ne pas oublier que la psychanalyse, c'est pas toute la psychologie, c'en est une forme. Il y en a d'autres. Ce n'est pas une critique, c'est juste, il y a un angle là. Ça, j'aurais pu dire pareil si l'auteur avait été d'orientation thérapie cognitive et comportementale, ça aurait été un angle particulier avec aussi ses propres biais. Ok, le débat sur l'IA, impact des positionnements, vulgarisation, perte de précision. Ok, donc voilà, en fait, dans l'article, là, la question c'est à quel degré c'est fidèle à finalement la pensée complexe de l'auteur. Eh bien, on ne sait pas, mais là, en tout cas, il y a clairement des biais qui sont analysés par l'IA. Ok, je vais lui demander si elle peut rédiger une conclusion. Rédiger une conclusion. Sorte d'analyse critique globale de l'article et si l'on ne devait euh, et si l'on devait résumer cela en une seule phrase, cela serait. Alors, on va voir comment elle se débrouille là, Claude, entre finalement deux aspects un peu contradictoires de ma demande. C'est une conclusion globale et en une phrase, ben, elle arrive à faire les deux. Conclusion. Alors, on va quand même faire conclusion critique, contradiction méthodologique, biais de positionnement, défaillance argumentative, contrainte contextuelle, voilà, des effets miroirs. Euh, et oui, donc ça, c'est ce que je ne cesse de répéter. C'est dur face à autant d'enjeux d'avoir une analyse nuancée. On a besoin de dépasser les oppositions simplistes. Donc justement, on a besoin, nous, humains, de dépasser le binaire parce qu'on est très, 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 très binaire, nous, les humains. Et vous voyez bien, avec l'analyse que fait l'IA là, ben, elle est moins binaire que nous, hein, sur certains aspects. Et c'est pas bon pour notre ego. Et en même temps, si on flatte notre ego, ben, on est dépendant. C'est ça que l'auteur il dit. En une phrase, l'article, en projetant sur l'IA les limites même qui lui reprochent, binarité, simulation, simplification, révèle moins les dangers de l'intelligence artificielle en thérapie que les anxiétés professionnelles et biais cognitifs qui empêchent une analyse nuancée de cette évolution technologique. Ce sera mon mot de conclusion.
pour cet essai en live d'analyse. N'hésitez pas à commenter de manière constructive et nuancée, s'il vous plaît. Voilà, à très bientôt. J'arrête l'enregistrement. Hop.